Alors, Jean-François, honneur au plus ancien sur le marché des SCPI. Est-ce que tu peux nous faire un inventaire des grands facteurs clés, des grands chiffres, des données que tu juges être fondamentales au titre de l'année 2025? Oui, bonjour à tous. Merci encore de votre invitation. Sur 2025, alors je vais aborder quelques chiffres et puis on détaillera s'il y a des points plus précis ou des questions plus précises. Mais c'est une année de reprise, effectivement, notamment pour les SCPI. On le voit par rapport à la collecte. C'est un chiffre qui est assez. Alors, j'ai pas le chiffre exact parce que je suis désolé, j'étais à l'étranger pendant 2 jours et je les ai rapidement vus, les chiffres de la SPM hier soir. Mais on est proche de 4 milliards et demi, 5 milliards, quelque chose comme ça. Voilà. Euh, Ce qui est en progression et ce qui est quand même un bon chiffre quand on regarde effectivement l'historique, parce que même s'il y a eu des années avec des montants très, très importants, il ne faut pas oublier que les taux ont monté, donc la dette est un peu moins présente, et donc aujourd'hui, effectivement, les financements de SCPI à crédit se font beaucoup moins. Donc il y a tout un volant de collecte sur la dette qui a disparu. Bien entendu, les assureurs, qui étaient un gros pourvoyeur de SCPI au moment où les taux étaient bas et que c'était une grosse alternative proposée dans les contrats d'assurance vie à des épargnants qui avaient des fonds en euros qui étaient de l'ordre de 1%, et avec donc des SCPI notamment ou des SCI qui étaient en face avec des rendements moyens de 4%. Et donc il y a eu aussi un montant de collecte très significatif des assureurs qui a aussi pas disparu parce que certains continuent de collecter un petit peu dans l'assurance, mais en tout cas sur des niveaux de collecte beaucoup moins importants. Et donc, quand on enlève effectivement ces deux moteurs, bah, il n'en reste plus qu'un, c'est le cash. Et on s'aperçoit qu'effectivement, bah, ça fonctionne plutôt pas mal parce que de l'ordre de 5 milliards de collecte sur les SCPI aujourd'hui, c'est plutôt un bon chiffre. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une grosse scission. En tout cas, moi, j'appelle ça toujours une révolution industrielle depuis 2 3 ans. Et a priori, ça continue, parce qu'on a encore un petit peu de queue de comète qui arrive là. Mais il y a effectivement un mécanisme qui a été assez important, c'est qu'on a vu disparaître ben, les 4 5 plus gros collecteurs pendant de nombreuses années, qui aujourd'hui, et je crois les chiffres d'hier le démontrent encore, ont complètement disparu bah, de la collecte. Il y a des parts en attente, et aujourd'hui ça bloque complètement les fonds. Et à l'inverse, des nouvelles sociétés de gestion, des nouveaux produits qui sont lancés et qui aujourd'hui caracolent en tête en termes de collecte. Donc voilà, ça c'est quand même assez rare dans une industrie. C'est comme dans le financier. Hein, si alors des sociétés de gestion françaises ou étrangères, un Blackstone, un BlackRock, un Fidelity, un Rothschild qui aujourd'hui complètement disparaissent, et d'autres petites sociétés de gestion prennent la place en termes de collecte. C'est quand même un schisme assez important qui s'est passé sur le monde de la pierre papier depuis quelques années. Donc voilà le contexte. Après, je pense que c'est plutôt positif, en tout cas ce qui se passe, avec ben, des acteurs peut-être différents, peut-être des tailles un petit peu plus agiles aussi en termes d'investissement, on en reparlera tout à l'heure, et avec aussi des manières en tout cas d'investir un peu différentes, peut-être moins de concentration, parce que ce qu'on constate quand même, c'est que tous ces acteurs, et je ne leur jette pas la pierre parce que c'était comme ça, ont acheté grosso modo la même chose au même moment, au même endroit. Et donc forcément, quand on concentre beaucoup de collectes en périphérie parisienne et sur une typologie d'actifs, bah, quand tout va bien, c'est génial. Quand tout va mal, tout le monde en prend plein la figure. Et c'est un petit peu ça qui s'est passé. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il y a quand même beaucoup de nouvelles sociétés de gestion avec des univers d'investissement différents en Europe, aux États-Unis, sur de la logistique, voilà, et des classes d'actifs beaucoup plus larges et des territoires géographiques beaucoup plus larges aussi, ce qui permet une plus grande sélectivité, une diversification du risque, parce qu'on parle quand même de risque sur de l'immobilier, il ne faut pas oublier que ça monte et ça baisse. Et donc ça, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle depuis maintenant 5 10 ans, où on s'oriente vers une gestion beaucoup plus importante en termes de possibilités, à l'achat, à la gestion et aussi en sortie, parce que quand tout le monde est concentré au même moment, quand quelqu'un veut sortir, bah, il n'y a plus d'acheteurs et donc il n'y a plus de prix. Merci. Et d'ailleurs, du coup, ça m'amène une question, Christophe, sur quel a été justement dans cet univers où on a pu voir depuis 2022 qui a été un marché record avec derrière une baisse lancinante effectivement de la collecte. Qu'est-ce qui a pu motiver Telamon? On posera la question à Principal en suivant, mais qu'est-ce qui a motivé dans un tel contexte effectivement la volonté de créer une nouvelle SCPI? Ah, en fait, on a retrouvé un contexte de marché à l'acquisition
très favorable. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec des actifs qui avaient beaucoup baissé en valeur, des rendements qui augmentaient, des acteurs historiques un peu coincés par leur portefeuille historique. Et donc, ça a créé un appel d'air sur le marché. Et c'est pour ça qu'il y a eu autant de véhicules qui ont été créés. C'est ça, en fait, ce qui s'est passé sur le marché. D'où le nom de momentum utilisé par certains. Oui, alors après, on parle beaucoup de la collecte, etc. Moi, ce qui me plaît surtout, et l'élément le plus important sur le marché, c'est qu'on est dans des bonnes conditions de marché aujourd'hui comme il y a 2 ou 3 ans. On est sur un marché qui s'est stabilisé, on a des rendements qui ont largement augmenté, on a des coûts de financement, parce que les rendements immobiliers, il est quand même assez lié à l'évolution des taux, qui sont, on va dire, dans des zones tout à fait confortables sur des perspectives de moyen long terme. Donc on est sur un bon marché immobilier pour faire de l'asset management, pour trouver des actifs et pour acheter dans de bonnes conditions et créer des portefeuilles avec à la fois du rendement et de la résilience. D'accord. Oui, eh bien, je rejoins complètement Christophe sur la question. Effectivement, on est dans un moment de marché qui est particulièrement favorable. Il y a eu beaucoup de corrections du marché dans les 2-3 dernières années. En fait, il faut bien être conscient que les marchés immobiliers sont des marchés qui sont des cycles très très longs, de l'ordre de 15 ans. Hein, donc, entre chaque crise, il y a environ 15 ans. Donc là, on vient de traverser une crise importante avec une correction de marché qui est de l'ordre de 20% des prix, de baisse des prix depuis 2022 en Europe notamment. Et donc aujourd'hui, on est en début d'un nouveau cycle de long terme. Et donc le moment est particulièrement favorable, sachant que les SCPI sont des produits par nature de long terme. Et donc investir aujourd'hui pour des SCPI, ça nous paraît très très pertinent. Par ailleurs, donc on a vu effectivement, il y a eu quelques excès. Hein. Effectivement, on ne peut pas forcément leur jeter la pierre, mais donc il y a eu beaucoup de liquidités dans les années 2019, 2020, et donc ce qui a poussé certaines sociétés de gestion à investir sur des produits très gros, pas forcément très liquides, et de subir la crise de plein fouet. Ce qui a été en plus accentué par le Covid, et donc notamment le marché de bureaux qui a été particulièrement affecté. Et donc aujourd'hui, nous, en tant que société de gestion américaine, qui étions jusqu'ici plus sur des fonds Instit, on gère à Paris une quinzaine de fonds Instit déjà, nous sommes dit que c'était le moment d'apporter un petit peu cette rigueur, cette approche, ce sérieux, et cette approche institutionnelle au marché grand public, ne pas répéter peut-être ces excès du passé, investir, comme disait Jean-François, sur des actifs peut-être un peu plus granulaires, faire attention à la diversification du patrimoine et donc construire un portefeuille cohérent, solide sur le long terme. D'accord. Justement, on parlait d'investissement, on disait que, enfin, ce que vous disiez les uns les autres, c'est qu'on était dans une période intéressante au niveau des investissements. Alors, pour avoir échangé préalablement avec vous, effectivement, on voit aujourd'hui que, quel que soit le niveau de risque en termes d'investissement, on est aujourd'hui sur des niveaux qui vont être aux alentours de 7% à l'acquisition. Et moi, la question que je me pose, c'est comment est-ce que... Oui, La fourchette est quand même assez large. Hein. ouais, Entre des immeubles très corps qui sont encore en dessous de 5% et c'est des vrai. sujets plus value-add qui sont au-delà de 10. Donc on a une fourchette très très large. Mais c'est un peu effectivement comme aujourd'hui les rendements, ce que j'évoquais tout à l'heure au niveau du rendement moyen, où effectivement il y a des maisons de gestion aujourd'hui qui ont pu annoncer au titre de l'année 2025 des rendements à 2 chiffres. Et j'aurais aimé effectivement qu'on ait une explication qui soit donnée au CGP sur comment est-ce que effectivement, même si on est sur une fourchette large entre 4 et 10%, on arrive à afficher un 15% de rendement. Alors, c'est assez simple. Vous avez comme sous-jacent le rendement des immeubles que vous avez en portefeuille. Et après, il y a un phénomène qui vient jouer en début de vie des véhicules, qui est lié à la période de différé de jouissance. Vous savez que dans les CPI, il y a une différée de jouissance de 6 mois qui a été mise au départ pour couvrir en fait le temps que ça prend de faire une acquisition, notamment en France. Parce qu'entre le moment où vous identifiez un actif, vous signez une promesse et vous l'achetez, il se passe généralement 6 mois. Donc, de façon structurelle, dans toutes les CPI du marché, il y a 6 mois de différé de jouissance. Si, parce que vous êtes bon, parce que vous achetez sur des marchés où les transactions vont beaucoup plus vite à être réalisées, je pense notamment à un marché comme l'Espagne ou même le UK,
alors vous allez créer du rendement, créer du flux, avant même de rentrer dans la période de jouissance des porteurs de parts qui viennent d'investir. Et si vous avez une collecte qui est très très importante, notamment par rapport à votre stock, bah, tout d'un coup, vous commencez à avoir du surrendement sur les gens qui ont investi au début. Donc ça vous permet de booster votre taux de rendement, mais il ne faut pas se raconter d'histoire, hein. Ça va durer, c'est un épiphénomène. C'est la première année, la deuxième année au maximum. Mais ça ne va pas durer très longtemps. Ce n'est pas représentatif de la performance à moyen terme du véhicule en question. Ça, ce n'est pas possible. Et en tout état de cause, si vous êtes investisseur aujourd'hui, la probabilité que vous bénéficiez du même rendement que celui qui est annoncé est proche de 0. C'est clair. C'est clair. Oui. Oui, et en fait, je voudrais ajouter que donc c'est effectivement, c'est tout à fait juste, hein, cette analyse. Et pour moi, c'est aussi, ça demande un vrai effort pédagogique de la part des conseillers en gestion de patrimoine vis-à-vis de leurs clients pour bien leur faire comprendre que ces rendements annoncés qui sont entre 10 et 15% par exemple, bah, ça ne représente pas une réalité, c'est un petit peu artificiel effectivement, et c'est lié souvent à cet effet de jouissance. Et il faut faire très attention parce que ça risque de créer une certaine déception. Et aujourd'hui, bah, comme il y a beaucoup de concurrence, beaucoup de nouveaux produits sur le marché, bah, chacun essaye d'aller tirer le meilleur taux de rendement. Mais attention, effectivement, ce taux de rendement, c'est une image instantanée d'une performance, mais ça ne reflète pas du tout la performance finale éventuelle de chaque produit. C'est un peu comme un coureur de marathon, quoi. Si vous mesuriez sa performance sur le premier kilomètre, donc c'est pas parce qu'on court très vite au début qu'on va arriver le premier ou même qu'on va atteindre la ligne d'arrivée, n'est-ce pas? et donc voilà, il faut aussi, ce qui est très important, c'est de s'attacher à sélectionner des gestionnaires qui vont acheter des actifs qui sont pérennes, voilà, qui à la fois ont des bons taux de rendement, parce que c'est bien, le marché effectivement est favorable, mais qui vont être aussi capables de garder de la performance sur le long terme. Un dernier mot, Jean-François? Oui, pour revenir sur ce que disait Christophe, et ce qui me semble important, parce qu'effectivement, c'est un petit peu la course à l'échalote en ce moment sur quel est le taux. Et ça a été lancé il y a 2-3 ans, hein, certaines sociétés de gestion aujourd'hui qui sont justement dans le top 5 ont profité de ce flou AMF pour dire, voilà, on annualise des taux, ça a commencé comme ça, et donc ils distribuent un trimestre et ils disaient qu'ils allaient faire 10 sur l'année. Et donc ça a été interdit maintenant par l'AMS, ce qui est une très bonne chose. Et donc aujourd'hui, bah, comme c'est un peu la course à la collecte, tout le monde y va de son astuce marketing et en tout cas de sa communication. Ça démontre aussi qu'il y a certaines sociétés de gestion qui sont un peu moins prudentes que d'autres parce que bah, de balancer l'intégralité du délai de jouissance dans la performance, ça veut dire que tu n'as pas de réserve, donc tu n'as pas de report à nouveau. Donc voilà, c'est vraiment un épiphénomène et en tout cas une performance à très court terme. Et ce n'est pas forcément bénéfique pour les SCPI parce que ça reste des véhicules de long terme. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, si on revient sur les fondamentaux, et comme on le disait juste avant, la moyenne effectivement de ce qu'on peut acheter dans le marché aujourd'hui sur un actif de qualité, avec un locataire de qualité, etc., c'est autour de 7%, sachant que si vous achetez du corps parisien, on est toujours à 4,5%, et comme le disait Christophe, si vous êtes sur du value add, on est au-delà de 10%. Ça démontre aussi effectivement des stratégies et des prises de risque qui sont différentes en termes de localisation, en termes de qualité de locataire. Aujourd'hui, si vous achetez un bien proche d'une station de métro en plein cœur de ville et ou un actif logistique du premier kilomètre et ou un hôtel effectivement qui est dans une zone de chalandise ou un retail park qui est dans une zone de chalandise prime, bah vous allez être sur des rendements, quelle que soit la ville en Europe, autour de 4, 5, 6% maximum. Et dès que vous allez vous éloigner, dès que vous allez avoir un locataire avec un bail plus court, avec une solidité financière un petit peu moins forte, forcément votre taux, bah votre risque va augmenter, donc votre taux de rendement va augmenter. Et donc c'est là aussi où il faut revenir un petit peu sur les fondamentaux de l'immobilier. Quand on va chercher des rendements élevés, on embarque aussi un petit peu plus de risques et c'est là où il faut faire attention par rapport à la communication de son client. Alors justement, on parle de rendement des actifs. Je vais vous donner la parole, Christophe. On parle de rendement des actifs. Alors, je pense qu'il y a une zone géographique aujourd'hui que l'on commence en tant que CGP à maîtriser, c'est la France et effectivement la possibilité d'aller chercher du rendement, comme tu disais Jean-François, en s'éloignant des grandes villes, etc. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est entendre Guillaume sur le marché américain, qui est quand même une vraie spécificité à l'intérieur de Principal Inside. Et donc, d'avoir une petite explication justement sur la stratégie qui est développée au travers de cette SCPI, en privilégiant d'une part l'Europe, d'autre part les États-Unis.
On laissera de côté l'aspect fiscal lié au rendement des SCPI et je vous demanderai de focuser effectivement sur l'intérêt à la fois des secteurs d'activité et surtout des zones géographiques. Et à tour de rôle, je vous interrogerai sur le sujet. Oui, bien sûr. Donc effectivement, il y a un intérêt fiscal, mais je suis d'accord avec vous, ce qui est le plus important, c'est les fondamentaux immobiliers. Alors le marché américain, il faut savoir que c'est un marché qui est à la fois, qui est le plus gros marché au monde. C'est un marché qui est plus performant, qui est plus profond, qui est plus liquide que le marché européen, et ce depuis des décennies. Le marché américain a toujours surperformé le marché européen sur le long terme depuis 30 ans. Et ça, c'est lié à des raisons assez simples. C'est que l'économie américaine, déjà, est plus dynamique également que l'économie européenne, et ce aussi sur des longues périodes. Donc une croissance qui est systématiquement plus forte. Donc plus de dynamisme, peut-être un peu aussi plus de volatilité, mais globalement un marché qui est très dynamique, sur lequel on peut aller chercher du rendement. Donc ça, c'est la première raison. Et lorsque vous investissez sur les États-Unis et l'Europe ensemble, c'est plus de 50% de l'immobilier mondial en valeur. Donc vous avez un périmètre d'investissement qui est phénoménal et donc un potentiel de diversification très fort. Et donc la deuxième raison de notre stratégie d'investir aux États-Unis et en Europe, c'est la diversification. C'est donc aller chercher une diversification supérieure à un investissement qui serait que sur la France ou l'Europe, puisque le marché américain est particulièrement décorrélé par rapport au marché européen, avec des cycles immobiliers qui tendent à être différents des cycles immobiliers qu'on peut avoir en Europe. Et donc investir sur deux marchés, c'est pouvoir essayer de se positionner sur le meilleur moment de chaque cycle pour aller chercher la meilleure performance, et donc avoir aussi un effet de diversification qui est plus fort. Et c'est d'autant plus important que l'on est dans un monde qui est particulièrement incertain, avec des bouleversements géopolitiques. Et donc, pouvoir investir sur plusieurs continents, c'est d'une certaine façon se protéger contre des variations trop fortes d'un marché ou de l'autre. Christophe, si j'ai bien lu, aujourd'hui, c'est un investissement européen qui se fera sur Telermont-Boréas. Oui, tout à fait. On a fait nos 2 premières acquisitions au UK. Et je crois que c'est aussi un des gros changements qui était évoqué tout à l'heure, c'est que ce qui était un peu anachronique, bon, je jette la pierre à personne, hein, personne ne l'avait vu venir, mais on était effectivement sur un marché très resserré, sur une typologie de produits, des localisations très concentrées. Et s'il y a bien un mouvement qui me paraît très intéressant, c'est cette ouverture sur de nombreuses zones géographiques, tout simplement parce qu'au-delà de la cerise sur le gâteau de l'avantage fiscal, c'est qu'en tant qu'asset manager, ça nous donne beaucoup plus d'opportunités. Donc on peut être plus sélectif, on voit passer plus de choses, on peut comparer des performances entre différents pays sur des classes d'actifs identiques. Et donc ça nous donne plus de choix, ça nous donne plus de profondeur de choix, donc ça nous permet de mieux investir. Quand vous dites classe d'actifs, c'est typiquement le commerce en Allemagne n'a pas la même rentabilité que le commerce en Espagne, de par sa structuration. Exactement, de par la structuration du marché, de par la dynamique. Vous avez une grosse dynamique en Espagne parce qu'il y a une économie espagnole qui fonctionne très bien. Donc vous avez des impacts macro, vous avez des impacts sur certaines verticales de classes d'actifs. Donc il y a tout un tas d'éléments qui font que ça vous donne un choix beaucoup plus profond, ça vous permet de bâtir des portefeuilles qui, je pense, à moyen long terme, sont beaucoup plus résilients et d'aller chercher des ratios rendement-risque un peu plus optimisés que ce qu'on avait avant, où tout le monde investissait sur les mêmes actifs au même endroit. Jean-François partage la même vision au travers de Eden. Oui, oui. Alors nous, ça fait 10 ans qu'on a lancé un fonds qui était 100% investi en Allemagne et après, 4 ans après, toute l'Europe du Sud est lancé un fonds plutôt pays d'Europe du Nord pour couvrir la totalité des marchés européens. Mais ce qu'on voit et ce qui est presque étonnant en fait, c'est qu'il y a 10 ans, il y avait très peu, je crois qu'on était le troisième acteur à lancer une SCPI qui n'était pas investie en France. C'est ça qu'on pourrait reprocher à certains, c'est peut-être d'avoir pas eu la vision de dire que le marché français était un petit peu trop petit pour eux et qu'il fallait qu'ils aillent voir un petit peu ailleurs plus rapidement que ça. Et donc, je pense que ce côté offre est très important. C'était même assez dingue qu'il n'y ait pas eu de produits européens avant. Donc ça fait partie effectivement des éléments qui sont rassurants en termes de liquidité, en termes de sélectivité, en termes de profondeur de marché, en termes d'opportunité aussi par rapport aux classes d'actifs. Donc voilà, donc ce qui est forcément utile dans la couverture, c'est que on va pouvoir effectivement, que ce soit la classe d'actifs ou les pays,
pouvoir sélectionner effectivement des biens en fonction aussi du marché. Effectivement, sur l'Europe du Sud, le retail, la logistique, l'hôtellerie sont très forts, les bureaux un peu moins. Sur effectivement des pays d'Europe du Nord, l'Allemagne par exemple, le bureau a toujours été effectivement, parce que les grands sièges internationaux vont plutôt en Allemagne ou à Londres ou à Paris pour mettre leur siège, et pas forcément dans des plus petits pays. Et donc on a des classes d'actifs effectivement. Et l'Irlande, même si l'Irlande va très bien, on vient d'investir dans un actif de coworking en plein centre de Dublin, mais l'Irlande va très bien, mais ça reste un petit pays. Donc après aussi, il faut savoir aussi mesurer la taille de ces investissements par rapport à la profondeur de marché. Et donc voilà, il faut aussi, et ça c'est notre travail d'asset management, d'investisseur. Il y a certains pays où on se cape à des actifs de 5-10 millions maximum, d'autres où on peut aller à 30 ou 50 parce que la taille du marché est 4, 5, 10 fois, 20 fois supérieure, etc. Je parle de l'Allemagne parce que c'est un sujet qu'on connaît bien. Pendant 2, 3 ans, 4 ans, effectivement, l'Allemagne a été assez difficile, hein, clairement, avec une récession. Aujourd'hui, il y a tellement de cash qui arrive dans le pays avec un gouvernement qui donne de la visibilité à tous les investisseurs et à toutes les entreprises qui sont en train d'investir en Allemagne, avec des baisses d'impôts sur les 7 prochaines années, avec des subventions dans tous les sens sur la production et la recherche et le développement. Le PIB est en train de repartir. C'est une très bonne nouvelle pour la France, hein, parce qu'accessoirement, on reste le premier partenaire commercial de l'Allemagne. Donc si l'Allemagne va bien, au moins, ça nous aidera sur les non-décisions politiques qu'il y a chez nous. Donc ça fait partie effectivement des sujets qui sont intéressants en tant qu'investisseur européen. Et après, comme le disait Guillaume, pour lui, sa spécialité par rapport aux États-Unis. Mais ça fait partie des points qui sont très importants dans la vision de long terme d'un actif immobilier. En fait, on a quand même vraiment la sensation aujourd'hui, quand on entend les gestionnaires d'actifs immobiliers, qu'on se rapproche du discours des gestionnaires financiers avec cette logique de diversification et à l'inverse de la concentration qu'on a pu vivre ces dernières années. Je pense que c'est de toute façon prouvé par les chiffres, hein. Je crois que 75% de la collecte en 2025 a été concentrée sur les CPI diversifiés. Quand on regarde l'encours, ou les actifs gérés, il y a une majorité de concentration sur le bureau. Et comme par hasard, les gérants n'ont pas forcément les mêmes succès actuels et passés. Juste un dernier point par rapport à ce que tu dis sur le bureau, c'est que tu regarderas et vous regarderez, tous les nouveaux venus dans le marché sont tous en train d'acheter du bureau en Europe en ce moment. Donc c'est pour ça, c'est une petite blague, mais voilà, il y a des cycles dans l'immobilier comme tout le temps. Et voilà, faut faire attention à ce qu'on achète. Mais aujourd'hui, le rendement, c'est le bureau, c'est la classe d'actifs la plus rémunératrice si vous sélectionnez bien votre actif. Mais ce qui motive bien, effectivement, une diversification tant sectorielle que géographique. Un mot de conclusion pour chacun? Tu veux commencer? Non, c'est plutôt positif. Moi, je trouve, hein, bien entendu, je ne sais pas s'il y a des questions, ou en tout cas sur le stock, parce que tout le monde a, je pense, quelques sujets sur son stock et la liquidité des clients, parce que ça reste un sujet, et ça, c'est un point qui est plutôt négatif pour la profession dans son ensemble. Mais au-delà de ça, je pense que les SCPI, si on les met bien dans un portefeuille avec la dose adéquate en termes de diversification et en termes de diversification géographique, ça reste un produit simple, un produit agile, notamment pour du retail, hein, c'est clair, et avec une facilité d'acquisition aujourd'hui en ligne, que ce soit dans des tunnels de souscription B2B ou B2C. En un quart d'heure, on a souscrit une part de SCPI en full digital avec une signature électronique. C'est quand même beaucoup plus facile. Beaucoup de nouveaux investisseurs sont en train d'arriver dans le marché. C'est vrai qu'on a la différence aussi bien entre les sociétés de gestion anciennes et les sociétés de gestion nouvelles, mais on a aussi la différence entre les anciens investisseurs qui étaient plutôt là avec du cash pour avoir des revenus complémentaires, qui ont toujours des revenus complémentaires, alors un petit peu moins importants pour certains. Mais par contre, on a une nouvelle tranche d'investisseurs qui sont là pour investir régulièrement, versement programmé. On voit une montée en puissance très forte des versements programmés, des réinvestissements de dividendes, des solutions effectivement de souplesse et d'agilité en termes d'invest. Donc ça, c'est aussi intéressant à voir et ça reste un produit de diversification. Et je pense que si on choisit bien et sa société de gestion ou ses sociétés de gestion et une allocation d'actifs qui permet de diversifier au maximum le risque pour ses clients, je pense que ça reste un produit qui va encore fonctionner très bien. Parfait, Guillaume. Oui, eh bien en fait, en conclusion, je dirais plutôt des bonnes nouvelles, hein, puisque ce qu'on a dit au départ, c'est-à-dire c'est un bon moment pour investir, des SCPI, une offre qui est diversifiée, beaucoup de produits sur le marché, beaucoup de nouvelles SCPI. Tout ça est très positif. Par contre, il faut bien s'attacher à regarder l'investissement que la SCPI, c'est un investissement encore une fois sur le long terme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire construire un portefeuille cohérent sur le long terme et qui s'appuie sur des fondamentaux profonds. C'est-à-dire que nous, en termes d'allocation,
On s'attache à vraiment aller investir sur des secteurs, sur la santé, sur l'éducation, sur les data centers, la logistique également, qui sont des secteurs qui sont portés vraiment par des fondamentaux très forts de long terme, qui vont créer de la performance, à notre sens, sur le très long terme, qui est vraiment l'horizon d'investissement des SCPI. Donc oui, on peut aussi acheter des bureaux, il peut y avoir quelques opportunités, on peut investir d'une façon un peu opportuniste, mais il faut fondamentalement quand même s'appuyer sur des vraies tendances de fond. Et le bureau, il y a encore quand même une certaine question par rapport au travail à distance et les nouveaux usages. Les derniers mots. Non, bah juste, encore une fois, c'est un marché, moi en tant qu'asset manager, c'est un marché où c'est agréable d'investir, il y a des vrais sujets. Et nous, on le voit parce qu'on fait des CPI, on fait d'autres produits, on fait des produits value-add, etc. Moi, je suis beaucoup, beaucoup plus à l'aise de travailler dans ce marché-là en tant qu'investisseur qu'en 2018, 2019 ou 2020. Donc ça, c'est, je pense, un fondamental très important. Et puis ensuite, c'est un marché assez excitant parce qu'effectivement, les anciens sont un peu contraints. Les nouveaux, ça crée de la place sur le marché. Il y a une offre avec des gros phénomènes de concentration qui sont liés aussi à la concentration de la distribution, hein, quelque part. C'est pas complètement indépendant. Après, faut avoir de la mémoire. Il faut travailler sur le long terme. Toutes les SCPI qui ont baissé la valeur de leur part sont en difficulté. L'objectif, c'est pas de se mettre en difficulté sur les véhicules qu'on lance maintenant. Moi, dans 10 ans, je serai encore là et j'aimerais bien délivrer la promesse que j'ai faite à mes clients, quoi. Donc voilà, quand on joue sur les taux, c'est bien d'afficher des bons taux. On est les premiers à essayer d'afficher des bons taux de distribution. Tout le monde le fait. Voilà, il faut aussi gérer la performance sur la durée et être responsable vis-à-vis de ses investisseurs. Bah, en tout cas, merci pour votre transparence, votre clarté. Et je pense que le mot qui vient au-delà du fait que vos propres SCPI sont diversifiés, comme cela a été dit en conclusion de l'atelier précédent sur l'investissement financier, je pense qu'effectivement, la diversification entre les sociétés de gestion, aujourd'hui, on le voit bien, hein, de plus en plus, nos clients veulent des portefeuilles qui sont investis sur plusieurs sociétés de gestion. Et je pense qu'au travers vous, on a 3 sociétés de gestion solides avec des promesses et des stratégies qui donnent envie. Merci à vous.